Bonjour, afin de faciliter votre compréhension de la pièce d'Anouilh, je vais vous raconter aujourd'hui le mythe des Labdacides. Vous comprendrez ainsi pourquoi Antigone appartient à une famille maudite et pourquoi donc elle est un personnage tragique. Alors, la famille est d'origine divine. En effet, l'histoire commence quand Zeus, c'est généralement lui qui s'y colle, enlève la princesse Europe en se déguisant en taureau blanc. Les frères d'Europe se lancent à sa recherche, mais on ne lutte pas contre le désir d'un dieu, surtout quand c'est Zeus, et un oracle leur conseille, en tout cas à l'un d'eux, Cadmos, d'aller plutôt fonder une ville au pays de la Génisse, c'est-à-dire en Béotie. Cadmos abandonne donc sa sœur à ses amours divines et se marie lui-même avec une déesse de moindre importance puisqu'il épouse la nymphe Harmonie. Il fonde la ville de Thèbes et du coup la dynastie des rois de Thèbes. Cependant, les choses tournent mal dès le règne de son petit-fils Labdakos, qui est un roi violent et boiteux, et meurt alors que son fils Laios a 1 an. Laios, pour ne pas être tué, est contraint à l'exil chez le roi Pélops, dans le Péloponnèse. Devenu adulte, il retourne à Thèbes pour récupérer sa ville et emmène au passage Chrysippe, le fils de Pélops, dont il est amoureux. C'est le jeune garçon que vous voyez sur cette illustration. Cet acte d'ingratitude, ça se fait pas d'enlever le fils de son bienfaiteur, provoque la colère des dieux et particulièrement d'Héra, et la malédiction tombe sur Laios et tous ses descendants. À partir de là, à partir du moment où il y a malédiction sur toute une famille, nous sommes dans la tragédie. En effet, Laios épouse Jocaste et règne tranquillement sur Thèbes. Mais un oracle, donc la parole divine, leur interdit d'avoir un enfant sous peine que ça vire à la catastrophe. Pourtant, comme vous le voyez sur cette succession de vignettes, la reine accouche d'un fils. Le devin, vous voyez dans la deuxième image, annonce que celui-ci tuera son père et épousera sa mère. Les parents sont un petit peu consternés et décident, à leur grande tristesse, de se débarrasser de l'enfant. Ils demandent à un serviteur de l'emmener loin d'eux et de le tuer. Le serviteur, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, n'obéit pas totalement, il est attendri par les pleurs du bébé, et il se contente de le suspendre par les pieds à un arbre et de l'abandonner à son sort sur la montagne du Cithéron. Mais justement, les dieux ont déjà tranché. Le destin d'Œdipe est fixé puisqu'il y a une prophétie. Le bébé est donc sauvé, comme vous pouvez le voir sur cette statue, par le berger Phorbas. Un berger peut difficilement élever un enfant tout seul, donc Phorbas décide de le confier au couple royal de Corinthe, Polybe et Périboé, qui justement n'ont pas d'enfants et en veulent un. Le roi et la reine de Corinthe décident d'élever cet enfant. Il lui donne un nom, il l'appelle Œdipe, c'est-à-dire pied gonflé, parce que le bébé ayant été suspendu par les pieds, ça lui a causé un œdème. Et il l'élève comme leur fils sans lui révéler qu'il est en réalité adopté. Le petit prince grandit donc selon son rang et dans l'ignorance la plus totale de son histoire véritable. À l'adolescence, un malveillant le traite d'enfant trouvé. Les parents refusant de lui dire la vérité, Œdipe part à Delphes pour connaître la vérité en interrogeant la Pythie qui est l'oracle de Dieu, du dieu à Delphes. La Pythie ne répond pas complètement à sa question, mais elle le prévient. S'il rentre chez lui, il tuera son père et épousera sa mère. Œdipe, traumatisé, décide de fuir Corinthe à tout jamais, sans savoir qu'en fait Corinthe n'était pas son chez lui. Alors, je vous ai mis des cartes pour que vous arriviez à vous situer. En haut, vous avez une carte de la Grèce, qui est grossie juste en dessous. Vous avez
ici la ville de Thèbes, qui est la ville de naissance d'Œdipe et la ville de la famille des Labdacides, ici la ville de Corinthe où il a été élevé, et ici la ville de Delphes où se trouve l'oracle d'Apollon et où donc Œdipe part consulter le dieu. Vous voyez que pour retourner de Delphes il risque de passer par la Béotie. Je vous rappelle que la Béotie, c'est la région où son ancêtre s'était installé. Ça veut dire le pays de la génisse, puisque Europe avait été enlevée par un taureau. Dans sa fuite pour échapper à cette affreuse prophétie, Œdipe repasse par hasard par le mont Cithéron. Là, alors qu'il s'est engagé dans un étroit passage, il se retrouve nez à nez avec un autre char qui lui bloque la route. Ce char est conduit par un homme hautain qui lui ordonne de le laisser passer. Œdipe, qui est toujours sous le coup de l'émotion et qui de plus est habitué à être mieux traité que ça puisque c'est un prince, s'emporte. Le combat s'engage, le jeune et fougueux Œdipe vient à bout de son vieil adversaire et de ses serviteurs. Il tue tout le monde et reprend sa route errante. Quelque temps plus tard, il arrive dans la campagne thébaine. Le pays est catastrophé car un monstre, le Sphinx, que vous avez ici représenté sur la colonne, qui a donc un corps de lion, des ailes et une tête de femme, s'est installé aux portes de la ville et mange tous ceux qui essaient d'entrer ou sortir. Deuxième catastrophe pour la ville, on est complètement sans nouvelles du roi Laios, qui est parti depuis un long moment pour interroger l'oracle de Delphes, afin de savoir comment se débarrasser du Sphinx, et n'est jamais revenu. Donc, la ville n'a plus de chef. Œdipe, n'écoutant que sa qualité de héros, se propose pour défier le monstre. En fait, il ne s'agit pas de combattre, mais de résoudre une énigme. Le Sphinx pose systématiquement la même énigme à ceux qui veulent passer, et s'ils ne parviennent pas à répondre dans le temps imparti, ils les mangent. L'énigme, c'est quel est l'animal qui a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir. Œdipe, qui est bon combattant mais aussi fin penseur, parvient à répondre. Je vous laisse trouver la réponse tout seul, vous. Et le Sphinx, vexé, se suicide. Thèbes accueille son sauveur, et puisque le roi a disparu, on propose à Œdipe d'épouser la reine afin de devenir le nouveau roi. Œdipe, enchanté, croit avoir échappé à la prophétie, il épouse donc Jocaste et règne heureux sur Thèbes pendant de longues années. Cependant, un jour, les dieux se souviennent de la malédiction qui a été prononcée sur la famille. Une peste s'abat sur Thèbes, bêtes et gens meurent dans tous les coins. Devant cette manifestation de la colère des dieux, on consulte le devin Tirésias. Deuxième solution du mythe, on envoie Créon, qui est le frère de Jocaste, consulter la Pythie à Delphes. La réponse est sans appel. Les morts continueront tant que le meurtre du roi Laios ne sera pas puni. On se rend compte à ce moment-là que, effectivement, on ne s'est jamais préoccupé de ce pauvre Laios qui avait disparu de la circulation. Œdipe, en tant que digne successeur du roi, promet de châtier lui-même le meurtrier et il lance l'enquête. L'enquête ne donne rien. On consulte donc le devin Tirésias. Tirésias, après plusieurs atermoiements, est obligé de révéler que, en fait, le meurtrier de Laios, c'est lui, Œdipe. De plus, Laios était le père d'Œdipe, ce qui inclut que, troisième catastrophe, Œdipe a épousé sa mère Jocaste. Les dieux ont donc gagné. La prophétie s'est réalisée justement car les humains ont voulu l'en empêcher. Laios et Jocaste se sont débarrassés de leur bébé et l'ont sacrifié pour éviter que la prophétie ne se réalise, mais c'est parce qu'ils s'en sont débarrassés que Œdipe a grandi sans savoir qu'ils étaient ses parents. Et Œdipe, en fuyant Corinthe pour échapper à la prophétie, est revenu dans sa ville d'origine et donc a bouclé la boucle, épousant sa mère après avoir tué son père. Jocaste, horrifié de voir cette prophétie se réaliser, se pend
Et Oedipe, après avoir constaté que sa mère et femme étaient pendues, que ses enfants étaient ses frères et sœurs, et que tout ça était de sa faute, se crève les yeux. En effet, pour les Grecs, ne plus voir le soleil, c'était le châtiment suprême. Renonçant à la royauté, Oedipe se fait mendiant, confie sa ville et ses enfants à son oncle beau-frère Créon, et part, accompagné de sa seule fille Antigone, mendier à travers la Grèce. Il essaye aussi de trouver une purification pour tous ces crimes atroces qu'il a commis, même si de fait il n'a pas vraiment fait exprès, le pauvre, et finit par la trouver auprès de Thésée, le roi d'Athènes. Soulagé et reconnaissant, il meurt non loin d'Athènes, à Colonne, car les dieux, pour se rattraper un petit peu de tous les tours épouvantables qui lui avaient joués, avaient dit que sa tombe serait bénie et profiterait au pays qui l'accueillerait. Antigone rentre à Delphes, auprès de sa famille, puisqu'elle n'a aucune raison valable de rester à Athènes, et retrouve sa sœur Ismène et ses frères, devenus assez âgés pour régner. Il a été décidé, d'un commun accord, qu'ils régneraient 1 an chacun. Éthéocle doit commencer, et donc il règne la première année, puis, au bout d'1 an, il devrait laisser sa place à Polynice, sachant que Polynice, pendant ce temps, fait un grand voyage en Grèce. Cependant, Éthéocle prend goût au pouvoir et s'accroche. C'est-à-dire que quand Polynice revient, il lui dit que non, finalement, c'est lui qui va rester roi. Polynice, furieux, lève une armée grâce à l'appui des 7 rois qu'il s'était fait comme compagnon pendant son voyage et revient attaquer la ville. Le combat s'engage et les 2 frères s'entretuent. Créon, dernier homme de la famille, et qui redevient du coup roi de Thèbes, accorde à Éthéocle, qui était le roi officiel, les funérailles royales, et condamne l'assaillant, Polynice, à être privé de sépulture comme traître à la famille, à la patrie et à la ville. Pour la suite, vous l'avez lu, ou vous allez finir de la lire dans Antigone, et j'espère que tout cela vous aidera un petit peu mieux à comprendre le caractère d'Antigone et l'aspect tragique de sa vie et de sa fin. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.